Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous proposent Écrire la guerre avec Joël Egloff, Olivier Norek, animé par Serge Michel et enregistré le samedi 31 août 2024 au Casino de Morges. Bonjour à vous deux. Je crois que les gens vous connaissent, mais donc Joël Egloff, vous êtes romancier et scénariste. Et Olivier Norek, vous êtes aussi romancier et scénariste, plutôt pour des polars, mais avec un petit passage dans la police et l'armée. Ouais. Voilà, donc ça pose des choses. Le débat s'appelle Écrire la guerre, et je pense que dans le domaine de l'écriture, de la littérature, la guerre, c'est peut-être une des premières choses que l'espèce humaine a racontées. Hein. On pense à la guerre de Troie, guerre du Péloponnèse, guerre des Gaules, et puis bien sûr... Comme les guerres n'ont pas cessé depuis, il y a une littérature guerrière très importante, donc on va parler de ça, mais on va aussi parler de vos ouvrages précis. Et dans toute cette littérature de guerre, la Deuxième Guerre mondiale tient une place importante. Je lisais un article dans le journal Le Monde il y a quelques jours qui disait qu'il y avait, je crois, une dizaine de livres à cette rentrée littéraire-ci, donc septembre 2024, portant sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, première question... comment vous expliquez que 80 ans après la cessation des hostilités, la défaite de l'Allemagne nazie, il y a encore des choses à raconter, et vous l'avez fait tous les deux très bien. Comment on explique que cette Deuxième Guerre mondiale reste un sujet de littérature aussi important ? Peut-être Joël Egloff pour commencer. En ce qui me concerne, j'aurais sûrement pas abordé le sujet si j'avais pas été concerné personnellement par l'implication de mes parents, plus particulièrement de mon père dans ce conflit. C'est une période qui évidemment me fascine parce que c'est autant d'histoire humaine et l'histoire que raconte Olivier Norek aussi, c'est ce qui est, je crois, le plus important d'un point de vue littéraire. Et en fait, moi, c'est vraiment, voilà, c'est parce que c'est une histoire de famille avant le fait que ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Mais si je peux me permettre, c'est une histoire de famille importante. Hein. Quand même, vos deux parents étaient dedans, d'une certaine manière, enfin pas tout à fait du même côté. Mais pourquoi vous l'écrivez que maintenant ? Vous avez fait pas mal de livres avant. Je crois que c'est un livre que j'aurais pu écrire 1 an après mon premier roman, en fait, que j'avais dans la tête en tout cas. Je pense qu'il a fallu maturer tout ça, il a fallu trouver comment le faire, et puis c'est un livre que j'aurais peut-être pas pu faire du vivant de mon père aussi, qui est décédé en 2012. Tout ça n'est pas conscient, mais c'est l'explication que je me donne maintenant en fait. Et puis il y a aussi une histoire de filiation, donc le fait que voilà, j'ai passé la cinquantaine, j'ai des enfants qui grandissent, donc il y a aussi cette part des choses là qui est importante. Ok, juste avant de poser la même question à Olivier Norek, le livre, donc votre père, c'est un malgré nous, donc c'est un Français de Moselle, enfin français, mais un territoire qui a été partagé entre l'Allemagne et la France pendant à plusieurs reprises, et qui se retrouve engagé de force dans l'armée allemande, et qui se retrouve à combattre contre les Américains et contre les Russes. Donc voilà, enfin, je dis juste pour ceux qui n'ont pas lu le 4e de couverture. Olivier Norek, pareil, comment vous expliquez que la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier l'épisode finlandais, il faut encore le raconter aujourd'hui, 80 ans après. Tout simplement parce qu'en France, c'est notre dernière guerre, et qu'aujourd'hui, on est sur une planète qui, visiblement, a très envie de se mettre dessus, en fin de compte. Il y a quand même une cinquantaine de pays qui sont en guerre. On voit de la guerre à longueur de journée à la télévision. Ça s'accumule et en strates, ça se met par-dessus les films, les séries. Donc il y a une sorte de fantasmagorie autour de la guerre qui passe à travers le même filtre, celui de l'écran. Et donc j'ai plutôt l'impression que maintenant
on a l'impression de s'être familiarisé avec la guerre. Ça m'amuse un peu le corrélaire avec le Covid. Quand le Covid est arrivé, on était tous immunologues. Et on avait tous une idée, on savait tous ce que c'était qu'un virus, on savait tous comment le combattre, etc. Aujourd'hui, on parle énormément de guerre, et on a d'ailleurs un président un peu martial qui dit il faut aller en guerre ici, je vais envoyer des soldats là. Et on a cette sensation que la guerre aujourd'hui, en fait, la guerre d'aujourd'hui, ça va être avec des drones, des ordinateurs, et que la guerre de 39-45, c'est quelque chose de vieux, et que les baïonnettes, et que le sang, les tripes à l'intérieur des tranchées, c'est terminé. Non, aujourd'hui, si on refait la guerre, ce sera encore à coups de fusil en face à face, et on sentira encore... et on verra encore le regard de celui contre qui on se bat. Et il y a cette fantasmagorie autour de la guerre, autour des films, autour des séries, et cette violence qui est constante. Et pour moi, il était important de prendre un conflit. Alors après, on parlera de la raison pour laquelle j'ai choisi ce conflit-là, mais de prendre un conflit et de ne pas réellement raconter la guerre en entier, mais de prendre ces hommes et de ramener la guerre au niveau à taille humaine, à l'intérieur des tranchées, comme une sorte de rappel de ce qui pourrait nous arriver si on continue à être autre chose, en Europe en tout cas, à être force de diplomatie. Et si on commence à être, comme les autres pays, force de guerre, c'est exactement vers ce quoi on se dirige, et que même si 39-45 c'est bientôt un siècle, les conséquences de ce qu'on vit aujourd'hui pourraient nous ramener exactement dans le même conflit, et se dire aussi qu'une guerre ça commence avec une étincelle, et que cette étincelle crée un incendie, et que cet incendie personne ne peut l'éteindre. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles en fait je pourrais faire un corrélaire avec 39-45, et les raisons pour lesquelles on en parle encore aujourd'hui. Merci, mais vous aussi, vous avez publié un certain nombre de livres, des romans policiers, vous aviez vos personnages qui marchaient très bien. Pourquoi aujourd'hui vous attaquez, je pense que c'est la première fois, à un sujet documentaire ? Alors, tous mes autres romans sont documentaires. La trilogie Coste, c'est une sorte de radiographie de la société dans les années 2000, dans les banlieues. Entre deux mondes, c'est une enquête dans la jungle de Calais, enquête qu'aucun journaliste n'a fait. Et donc, j'en ai fait une et j'en ai fait un roman. Dans Surface, c'est l'histoire d'une flic défigurée et c'est le rapport du regard et le poids du regard de l'autre. Donc, il y a toujours en fait un thème méta qui sort de la simple enquête de police. Ce qui fait qu'en fait, j'ai jamais écrit que des romans policiers. J'ai toujours utilisé le roman policier comme un alibi, comme un prétexte pour raconter autre chose. Aujourd'hui, si j'écris sur cette guerre et si je fais une incartade dans la littérature blanche, c'est pas parce que je me suis dit tiens, mon écriture aujourd'hui me permet d'aller dans la littérature blanche, comme si la littérature de mauvais genre, le polar et le thriller et le roman policier était de la mauvaise littérature. Je vous rappelle quand même que Pierre Lemaitre a eu le Goncourt et c'est un auteur de polar. Mais je vois votre regard, alors arrêtez tout de suite. Et donc en fait, j'adapte mon écriture au récit que j'ai envie de raconter. Et vous dire pourquoi cette guerre, pourquoi à ce moment-là je l'ai écrit. En fait, je ne sais pas pourquoi une idée, au bout d'un moment, se fait un chemin dans votre ventre et déménage tous les meubles et s'installe et fait que vous n'avez pas d'autre choix que d'écrire ça. C'est d'abord cette guerre incroyable qui a été oubliée, on y reviendra peut-être après. C'est ensuite un personnage incroyable qui s'appelle Simo Häyhä, qui est le plus grand des snipers de toute l'histoire. Et c'est aussi la guerre d'hier qui raconte la guerre d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en Finlande il y a un siècle, un peu moins, c'est en gros ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, et c'est exactement les mêmes patterns, les mêmes schémas, et les mêmes erreurs et les mêmes obstacles. Vous me volez toutes mes questions. Oui, je parle beaucoup trop, je suis désolé, pardon. Alors en fait, c'est la première fois que je parle de ce livre-là, donc j'ai un argumentaire qui n'est pas très prêt, donc je parle très 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 vite, parce que je ne sais pas ce que je vais raconter, et donc voilà, je suis en rodage là, donc je suis désolé, vous en êtes la victime, pardon. Une victime très consentante. Joël Egloff, effectivement, Olivier Norek vient de le dire, en fait vos deux livres sont troublants parce que les guerres que vous racontez, on a l'impression de lire aussi des articles de journaux d'aujourd'hui. Et notamment au début de votre livre, donc C'est Féroces soldats, Joël Egloff, vous décrivez l'évacuation des civils en Moselle, quand il est clair que la guerre va arriver et que les Allemands pourraient entrer là. Et quand on lit vos lignes, on voit les images des Ukrainiens qui sont aujourd'hui évacués du Donbass, de Pokrovsk, en l'occurrence la dernière ville qui est en train d'être évacuée. Et puis, deuxième similarité troublante, le Donbass ou l'est de l'Ukraine, c'est une zone mélangée du point de vue des langues, des populations, comme la Moselle, l'Alsace-Lorraine l'ont été entre l'Allemagne et la France. Et donc, il y a cette question de à qui on appartient, qui est vraiment l'ennemi, est-ce que c'est celui qui est derrière moi ou devant moi. Qu'est-ce que ça vous fait en fait de lire dans les journaux, à la télé, de voir les reportages aujourd'hui qui sont si proches de votre récit ? C'est vrai qu'on en parlait
avant la rencontre, c'est souvent aussi les guerres une histoire de frontières, c'est-à-dire que si on met un pas de l'autre côté, le conflit débute. Les régions frontalières, quelles qu'elles soient, et c'est le cas de l'Alsace et la Moselle, ont vu passer bon nombre d'invasions à travers les siècles. Et ces zones frontalières, en fait, je crois, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est des gens qui ont dû se construire une identité propre, en tout cas dans ma région, au-delà des identités nationales, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient chez eux, mais à l'échelle de leur village avant tout, à l'échelle de leur jardin, de leur maison. Ce qui explique pourquoi, après cette évacuation, ils sont retournés chez eux dans une région qui, entre-temps, avait été annexée et était devenue allemande, en fait. C'est pas qu'ils sont revenus de plein gré. Ils sont pas passés à l'ennemi, en fait. Ils sont juste retournés chez eux parce que c'était ce qui était le plus important. Et en fait, des Allemands, ils n'en avaient pas encore l'expérience. En fait. Donc quand ils y sont allés, c'était avant tout parce que c'était des gens qui étaient attachés aussi à leurs terres. C'était des cultivateurs. C'était vital de retrouver ces racines le plus vite possible. Il y en a qui sont restés, par exemple, dans le sud-ouest de la France ou dans le nord. Il y a des gens qui n'ont pas fait le chemin du retour, mais la majorité est rentrée. Et c'est vrai que dans le livre, enfin, les souvenirs que j'ai pu, les questions que j'ai pu poser à ma mère, c'était la question, c'est même pas posée, parce que de toute façon, les Allemands étaient partout, donc sauf que la France était occupée, et leur région était annexée. C'était la différence. Mais vous ne me dites pas ce que ça vous fait de lire les journaux et de voir ça. Là, c'est effectivement troublant, parce que j'étais en plein dans l'écriture enfin, comme ça fait longtemps que j'écris ce livre, quand effectivement on a vu les réfugiés partir à l'ouest, être accueillis en Pologne et être accueillis dans les familles en France, quoi. Et donc c'est exactement le même cheminement que ce qui s'est passé en 40 pour les régions frontalières. Avec la différence que le plan d'évacuation en 40 était prêt depuis bien longtemps. C'est-à-dire qu'on sentait venir on sentait que ça allait bientôt sentir le roussi. Et ce qui n'a pas été le cas enfin, cette fois-ci pour le Donbass et ces régions-là. Et enfin voilà, ce serait impensif de dire que l'histoire se répète, mais on peut dire aussi que c'est quoi la phrase de l'histoire, nous apprenons que nous n'en apprenons rien, voilà. Olivier Norek, aussi votre livre est troublant parce qu'au fond, l'agresseur de la guerre d'hiver en Finlande, donc c'est là que se passe votre livre, c'est aussi la Russie, enfin c'était l'Union soviétique mais principalement russe, et donc vous avez des parallèles encore plus directs. C'est pas que des parallèles, en fait, ce livre s'est écrit en même temps que la guerre d'Ukraine. On est en février, il y a plus de 2 ans, je suis dans ma maison de campagne, je suis en train de retaper le toit parce que je suis un bon garçon pour mes parents. J'écoute la radio et j'entends la voix de Poutine qui dit qu'il va envahir l'Ukraine et que si l'Europe est complice de l'Ukraine, il a l'arme atomique et qu'il n'hésitera pas à l'utiliser. Moi, j'ai le soleil sur mes collines, j'ai mon rosier qui me fait un peu d'ombre, et on vient juste de me menacer nucléairement en plein après-midi. Donc, ça me fait peur. Moi, quand j'ai peur, toutes les bases de la phobie, c'est l'ignorance. Donc, quand j'ai peur, je me renseigne. Je regarde un petit peu toutes les guerres qui ont été menées par la Russie dans le siècle dernier. Autant vous dire qu'il y avait du boulot. Et je découvre qu'en 1939, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe, en 1939, alors pas en Europe, en France, Angleterre, etc., mais en 1939, Staline décide d'envahir la Finlande. Et je vois surtout que le peuple finlandais va se lever et va combattre, comme les Ukrainiens, jusqu'au dernier homme. Et je réalise surtout que Staline se ridiculise devant la Finlande, que Hitler voit ça, et au lieu d'envoyer ses 4,5 millions de soldats en Europe, il les envoie sur la Russie, et c'est l'opération Barbarossa. Ce qui est incroyable, c'est de découvrir un pan de l'histoire qui a été oublié, et que ce pan de l'histoire fait qu'aujourd'hui, le monde est tel qu'il est.
C'est les 70 000 Finlandais qui sont morts pendant cette guerre qui ont fait que la France, que l'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui. Et l'avoir oublié, pour quelqu'un qui a été flic comme moi pendant 17 ans et pour qui la justice a toujours été quelque chose de capital, être en face de cette si grande injustice, de voir que ça a été enlevé des manuels scolaires alors qu'ils ont dessiné par leur courage, leur obstination et par leur sacrifice, ils ont redessiné l'Europe, parce que Hitler fait l'opération Barbarossa, s'attaque à la Russie, il va y avoir 26 millions de morts russes. Donc c'est devenu une évidence. Et à l'intérieur de ce conflit incroyable qui va durer 113 jours par moins 50 degrés, à l'intérieur de ce conflit, je trouve un homme, Simo Häyhä, que je connaissais déjà parce que j'ai eu un passé militaire, j'ai eu un passé policier, et qui est le plus grand sniper de toute l'histoire. Rencontrer ce type-là qui va se sublimer parce qu'à la base c'est un pacifiste, qui ne s'occupe que de sa forêt et de ses animaux, et à qui un jour on dit « les Russes vont envahir ton pays », et alors qu'avant il traquait les ours et les loups, il devient chasseur, mais il se met à traquer les Russes, il va devenir la mort blanche, et avec un vieux fusil, sans lunettes de visée, il va en abattre 542 en 113 jours, ça va devenir une sorte de machine de guerre incroyable, et pourtant, ce gamin, qui mesure 1m52, qui n'est pas plus haut que son flingue, va terroriser la 8e armée rouge, à lui tout seul. Il y a quand même des moments incroyables où il y a 1000-1500 Russes qui sont en train d'avancer vers les Finlandais, et ils entendent dans la radio « Simo Häyhä vient de passer à l'est, il est à 200 mètres de votre point ». Et là, il y a les 1000 Russes qui font demi-tour pour un gars, parce qu'il va devenir une sorte de légende, il va devenir un mythe. Un jour, il va toucher une cible à 490 mètres. Alors j'étais en Finlande, j'étais en Laponie, j'ai pris un point remarquable, un gigantesque arbre, j'ai marché 490 mètres, je me suis retourné, il n'y avait plus rien, absolument plus rien. Simo Häyhä était capable de tirer là où l'œil ne voit pas, parce que Simo Häyhä, il se bat pour sa terre, pour ses amis, pour son pays, et donc il a ce truc en plus que n'ont pas les soldats russes qui eux se battent pour un ordre, qui eux se battent pour Staline qui est complètement cinglé. Et donc en fait ils vont se battre avec le cœur pendant 113 jours, et ça les Russes ils n'étaient pas du tout prêts, quoi. Mais il a des méthodes, hein. Il a toutes sortes de trucs qu'on appelle... Tout un tas de méthodes qu'il a appris sur le tas, hein, évidemment, hein, pour pas se faire trouer la peau. Tout d'abord, en tuant quelques Russes, il a remarqué que s'il mettait de la neige dans sa bouche, il ferait pas cette buée qui sort de la bouche, parce qu'en fin de compte, Simo, quand il regardait la nature, il voyait que quelques petits amas de neige fumait, et donc il se dit à tous les coups il y a quelqu'un derrière, donc il tirait dans les amas, il entendait des cris et s'est dit ok d'accord, j'ai tué des gens. Donc résultat il s'est mis de la neige dans la bouche. Après ce qu'il faisait aussi c'est qu'il tassait la neige devant lui pour pas qu'au coup de détonation il y ait un petit nuage de neige. Il réussissait à rester plusieurs heures sans bouger par moins 20, moins 30, moins 40, moins 50 degrés, ce que le corps ne permet pas. Donc oui, vraiment, Simo, c'est à la fois quelqu'un avec un don incroyable de sniper, mais c'est aussi, quelque part, oui, l'image même de la légende, du mythe, de l'incompréhensible. Les Russes vont penser qu'il est immortel, qu'il est surnaturel. Ils vont tellement penser ça qu'un jour, ils vont avoir une attaque où les Finlandais vont les attaquer avec un train. Sauf que ce train, comme il y a 4 mètres de neige, en avançant, il fait un énorme nuage de neige. Et à ce moment-là, les Russes sont persuadés que les Finlandais ont pour allié un animal mythique qui va les dévorer. Donc voilà, toute cette guerre, elle est entre ultra-violence, boucherie, humanité absolue, amitié, amour, et puis ce brin de surnaturel. On va revenir là-dessus, et parce que la guerre n'a pas été complètement, en tout cas chez les Finlandais, n'a pas été oubliée. C'est quelque chose qui est très important. On estime qu'au fond, c'est un peu le fondement de l'âme finlandaise, qui est le sisu. Sisu, que l'on dit terme intraduisible. Vous nous le traduisez ? Oui, bien sûr. Le sisu. D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un Finlandais. Et attention, c'est parti pour les clichés. Hein. Si vous remplacez Finlandais par une autre nationalité, je me fais juste détruire. Mais allons-y, parce que c'est important de faire des clichés. Qu'est-ce que c'est qu'un cliché ? C'est juste quelque chose de vrai 1000 fois répété. Les Finlandais, c'est quand même un peuple qui vit dans une nature ultra hostile, par des températures qui vont de moins 20 à moins 40, avec un ensoleillement qui est assez rare. On a quand même plusieurs mois où il y a 3-4 heures de soleil. Donc c'est déjà des gens qui ont l'habitude d'une certaine capacité à résister. Voilà, la résistance. Ça, c'est le début du sisu. Ensuite, dans le sisu, il y a la ténacité. Il y a la volonté, il y a le courage, il y a la détermination. Vous pourriez penser que je suis en train d'égrener des synonymes. C'est absolument pas ça. Vraiment, chaque mot a son importance. Et c'est ces gens-là que les Russes vont attaquer en se disant
on va les terrasser en une semaine. 113 jours plus tard, les Russes n'y arrivent toujours pas et ils n'ont pas fait plus de 3 km dans la Finlande. Ils se ridiculisent littéralement. Déjà, les Russes, quand ils arrivent, ils sont habillés en vert. Les Finlandais ne comprennent pas bien, tout est blanc. Ils voient des petits points arriver en vert et ils disent qu'est-ce qu'on fait? Et là, le chef de guerre leur dit vous leur tirez dessus. Et les Finlandais regardent, fait non, on va pas tirer sur des humains, on va attendre de savoir s'ils nous tirent dessus. Les Finlandais, ils n'arrivent pas à tirer la première cartouche. Ils n'arrivent pas à tirer le premier obus. Ils n'y croient pas que ces gens sont venus pour les attaquer, eux, le peuple le plus pacifiste du monde. Et puis c'est surtout que la Russie, ça fait 171 millions de personnes, c'est un pays continent. Et la Finlande, c'est 3 millions de personnes, c'est le nord de Paris en fin de compte. C'est comme si les États-Unis attaquaient l'Île-de-France. Bon, ils pensent bien que c'est réglé en 3 jours. Mais non, les Finlandais tiennent. Tous les soldats les plus aguerris, tous les stratèges les plus compétents vous diront qu'il faut 5 soldats surentraînés pour aller attaquer quelqu'un chez lui. Parce qu'il défend chez lui, il défend sa famille, il défend ses amis, il défend sa terre. Et Mannerheim, qui était le chef de guerre, je te promets, je te laisse parler à un moment donné, je suis désolé. Mannerheim, qui était le chef de guerre de la Finlande, a fait quelque chose dont il s'est voulu toute sa vie. Il avait 72 ans, il voulait absolument pas retourner faire la guerre, mais la Russie l'a commandé, donc il est allé faire la guerre, et il a fait quelque chose qui lui a refilé des cauchemars pour le reste de sa vie. Il a décidé que chaque village formerait une unité. Nous, un jour, si on est mobilisé en France, on ira à gauche, à droite, à Toulouse, à Marseille, là où on est mobilisé. Mais ce ne sera pas votre pays, ce sera pas votre région, votre village. Mannerheim a dit chaque village fera une unité de combat. C'est-à-dire que par moins 50 degrés, en train de se faire tirer dessus, 20 000, 30 000, 50 000 obus par jour, pendant 113 jours, à se faire tirer dessus comme ça, personne n'a fait demi-tour. Aucun Finlandais n'a fait demi-tour. Pourquoi? Parce qu'à côté, c'était son frère, son ami, son voisin, son cousin, son amour parfois. Parce qu'il y a eu aussi, sur les 200 000 soldats qui ont été envoyés, parallèlement, il y a eu 100 000 femmes, les Lota, qui ont été envoyées avec eux, qui ont commencé, bien sûr, c'est des femmes, cuisinières, cantinières, puis à un moment donné, au fur et à mesure que les mecs crevaient, opératrices radio, puis au bout d'un moment, on leur a refilé des flingues, et on leur a dit non, il faut aller faire passer des messages à travers les lignes de front. Et elles ont dit oui, à chaque fois, et c'est devenu, la Lota, c'est vraiment le personnage qui a émergé de cette guerre d'hiver, et ça a aussi permis à ce pays de ne plus jamais faire de différence entre les hommes et les femmes. Donc c'est un pays hyper intéressant pour ça, c'est-à-dire qu'après elles sont devenues porteuses de briques, porteuses de ciment, elles sont devenues journalistes, elles sont devenues fonctionnaires, elles sont devenues hommes politiques, femmes politiques. Je suis né en 75, j'ai encore du mal. Elles sont devenues femmes politiques et tout ça, et ce pays a 50 ans d'avance sur le reste de l'Europe. C'est aussi à cause de cette guerre ou grâce à cette guerre. Et cette guerre, elle a été le ciment de ce pays parce qu'un jour, la Finlande avait 22 ans d'indépendance. C'était un bébé. 22 ans, ça fait pas un homme, ça fait pas un pays non plus. Et donc ce pays avait 22 ans d'indépendance, ils avaient le Sisu, donc ce truc ultra puissant qui mélangeait ténacité, abnégation et tout ça. Et les Russes les ont attaqués. Et ils ont fait la pire erreur qu'ils pouvaient faire. Ils ont attaqué un pays qui ne voulait que sa liberté et qui était prêt à se défendre jusqu'au bout, sauf que de l'autre côté, c'était des Russes. Et les Russes, ils ont pris évidemment pas des Russes, ils ont pris les 27 minorités ethniques qui étaient autour, des gens qui ne savaient pas pourquoi ils se battaient. Il fallait répéter les ordres en 27 langues différentes. Et personne ne se battait vraiment parce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient, ils n'avaient pas ce genre de passion. Alors que les Finlandais, eux, ils l'avaient. Donc l'air de rien, les Finlandais auraient été 20% de plus, ils rétamaient un pays continent. Joël Egloff, voilà, non mais le rodage est assez efficace. Joël Egloff, ce qui est frappant dans la guerre d'hiver en Finlande, c'est la clarté de qui est l'agresseur, qui est l'agressé. C'est moins clair en Alsace-Lorraine, même si évidemment c'est l'Allemagne qui attaque, vu cette espèce d'ambiguïté qui fait que finalement votre père se retrouve recruté par les Allemands. Comment vous le... Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de dire non, en fait? C'est-à-dire qu'il y a quand même allé, et c'est la question qu'on se pose pendant tout le bouquin, en fait. À quel moment, pourquoi il ne décroche pas? Normalement, j'y ai répondu dans le livre, c'est-à-dire que c'est justement ce qui a fait qu'on a jeté longtemps, par amalgame ou par ignorance, le soupçon sur les malgré nous. C'est vrai que on se rend compte qu'à mesure qu'on s'éloigne de l'Est de la France, le mot devient de plus en plus, c'est de plus en plus mystérieux, et on sait vaguement que c'est des gens qui ont été incorporés de l'autre côté. On ne sait pas pourquoi. On se dit malgré nous, ils avaient qu'à pas y aller. Sauf que en 40, en fait, il faut déjà faire la différence entre l'occupation d'un pays et l'annexion. Ça, c'est une chose importante. Et
Donc ces régions sont sous administration allemande. Et le levier qu'instaurent les Allemands c'est-à-dire qu'au début, ils comptent exactement comme, là aussi je fais le parallèle avec l'Ukraine et avec ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire que les Russes se sont dit, voilà des gens qui parlent le russe, ce qui est un peu le cas en Moselle, en Alsace. En tout cas, on a des régions germanophones, le dialecte est germanophone, donc ils vont être acquis à notre cause. Et ils se sont cassés les dents en fait sur des gens qui étaient russophones et non pas russophiles. C'est exactement pareil en fait. Ils ont d'abord compté sur l'engagement volontaire dans l'armée des jeunes gens qui étaient au pays. Sauf que comme il n'y en a pas eu, ils ont instauré l'incorporation de force, c'est-à-dire que les représailles étaient sur les familles, c'est-à-dire que si vous n'y alliez pas, eh bien votre famille était déportée dans des camps de travail, soit en Silésie, en Poméranie ou dans des régions fort sympathiques à l'époque, ou bien des camps de redressement. Enfin voilà. Puis il y a eu aussi des exécutions sommaires. Il y en a qui sont passés au travers, effectivement. Il y en a qui ont réussi à se cacher. Il n'y a pas eu de représailles sur les familles. Mais il fallait jouer le coup de poker, c'est-à-dire que est-ce qu'on risquait la vie de sa famille, de ses frères et sœurs, de ses parents, ou est-ce qu'on y allait avec cette dimension de sacrifice en fait. Donc c'est la notion importante qui est complètement oubliée et historiquement qui n'est pas enseignée. C'est la contrainte en fait, c'est-à-dire que c'est la prise d'otage en fait. Voilà, vas-y. Mais est-ce qu'au moment où votre père reçoit dans le champ la convocation pour se rendre, être recruté, c'est sa sœur qui la lui apporte, pour lui c'est clair que l'Allemagne est un ennemi? C'est-à-dire la notion d'ennemi dans cette histoire, parce que là, en Finlande, super clair, voilà, il y a les petits hommes verts et puis il y a les Finlandais. Là, est-ce que l'ennemi c'est vraiment clair? J'ai pas cette question-là, je l'ai pas. Enfin, comme beaucoup d'autres, en fait, les choses qu'il racontait de cette période étaient essentiellement factuelles, en fait. Et j'ai pas abordé avec lui cette question parce que le projet du livre, j'en ai pas parlé avec lui. Ce que je peux, c'est essayer de tenir le rôle d'un comédien qui me met à sa place, en fait. Ils sont revenus. Ils sont revenus dans la région. Il avait 14 ans. Avant la guerre, il venait d'avoir son certificat d'études. Il commence son apprentissage. En tant qu'électricien dans les mines, enfin houillères de Lorraine. Donc sa vie, elle commence sous administration allemande en fait, mais elle commence, on va dire, relativement tranquillement. Donc il y avait pour lui tout à perdre en fait dans cette histoire. Donc la question de l'ennemi, pour moi, elle est évidente, mais je peux pas dire qu'il me l'a dit, voilà, tel quel. Mais en tout cas, l'idée de contrainte, elle est prégnante et déterminante, quoi. Et c'est vrai que si on oublie ça, alors à ce moment-là, oui, on peut se dire, oh, est-ce que vraiment ils auraient pas pu y échapper, quoi. Comment vous avez travaillé pour ce livre? Parce que vous dites vous-même que vous ne l'avez pas posé peut-être beaucoup de questions avant, c'était quelque chose qui était dans la famille. Comment vous avez travaillé pour sortir cette matière qui est assez prenante? En fait, j'avais ces histoires, ces témoignages à la fois parce que je tisse deux histoires en parallèle, celle de ma mère, qui était un peu plus jeune que mon père à l'époque, et donc qui a vécu ce qu'ont vécu les civils dans cette région annexée, c'est-à-dire de courber le dos et d'attendre la libération, ou d'attendre que ça se finisse. Et mon père qui a vécu un tout autre destin, alors qu'il vivait dans un village à quelques kilomètres de celui de ma mère, mais ils ne se connaissaient pas à l'époque. Évidemment, c'était des enfants. Et du coup, j'ai oublié votre question, pardon. Comment vous avez travaillé pour sortir la matière? Donc j'avais ces témoignages-là, ça c'était ma matière première. Au début, je me suis dit, est-ce que j'en ai assez? Est-ce qu'il y a de quoi faire un livre avec ça?
y avait des choses tellement romanesques en fait. Voilà le passage par exemple qui se trouve derrière le livre où mon père me disait alors que j'étais enfant qu'il avait, je sais pas, sans doute que je jouais à la guerre à cette époque-là, et dans la conversation, il me disait, tu sais, Hitler, je l'ai vu en vrai, en fait, à quelques mètres. Donc, ces choses-là me paraissaient tellement romanesques que si j'ajoutais dans les blancs que j'avais, parce que cette histoire, il n'a pas tenu de journal, donc évidemment, j'ai pas la continuité de cette période. Si j'ajoutais quoi que ce soit de fictionnel, en fait, j'avais l'impression de tout perdre, quoi, et de trahir. Et ce que je voulais pas, c'est qu'on se dise bon, mais alors ça il l'a rajouté, ou ça c'est la vérité, ou ça c'est, en tout cas, c'est le témoignage tel que je l'ai reçu. Mais vous avez l'impression de lui avoir posé de son vivant à cette question? J'en ai pas. Non, bien sûr que non. Et je l'ai regretté. Et je le dis dans le livre parce que dans le livre, je me mets aussi en scène, en train de construire le récit et de me dire, il y a un moment où il y a toute une période, et vous avez dû vivre dû vivre la même de documentation où moi j'ai senti que je me perdais en fait. C'est-à-dire que mon père ayant fait la bataille des Ardennes, ça a été son baptême du feu. J'ai commencé à lire tout des tas de choses sur la bataille des Ardennes, dans des bouquins auxquels je comprenais rien parce qu'une carte militaire, mais je pourrais décrire le mouvement de chaque unité, enfin et donc je me suis dit, au bout de quelques mois ou plus de ce genre de recherche, que plus j'avançais dans ce détail, plus je perdais le visage de mon père en fait. Et je me suis dit, et plus je vais lire sur cette guerre, et moins je vais être dans sa peau en fait. Voilà. Et donc à un moment, je me suis dit stop, il faut y aller, il faut commencer à poser les choses et à faire avec ce que tu as et ce que tu n'as pas, dis je ne l'ai pas, je ne sais pas, ou je me demande si. Voilà, donc c'est un livre aussi où je m'interroge beaucoup. Voilà. Et vous, Olivier Norek, comment vous avez travaillé pour, à part marcher dans la neige sur 490 mètres? J'ai été flic de terrain pendant trop longtemps, pendant 17 ans et quelques, quasiment 18 ans, et je suis devenu auteur de terrain. J'utilise les mêmes techniques, donc je vais toujours sur place. Si je dois parler de quelqu'un, je vais à sa rencontre. Si je dois parler d'un métier, j'essaie de le faire pendant plusieurs semaines. Si je dois parler d'un lieu, je vais y vivre, et pas 2-3 semaines comme un touriste. Il faut qu'à un moment donné, j'appartienne au lieu et le lieu me soit familier. Et pour ça, il faut passer plus de temps. Il faut arriver au point d'habitude, au point d'ennui. Donc pour la Finlande, j'ai pas fait différemment. Le plus compliqué étant qu'il y a pas mal de lieux de cette guerre qui étaient du côté russe. Donc j'ai beaucoup grenouillé à la frontière russe et c'était pas tous les jours simple. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des militaires, des snipers qui m'ont permis d'aller à peu près en sécurité sur tous les endroits que je voulais visiter. Et puis après, il y a le travail de documentation, donc les archives d'Helsinki, les archives de Turku. Ensuite, je suis allé sursouler un professeur d'histoire franco-finlandais à qui j'ai fait traduire 2 livres de 500 pages du finlandais au français qui n'ont jamais été traduits parce qu'en fin de compte, les Finlandais n'ont pas écrit réellement le livre sur la guerre de l'hiver. Ils ont écrit des livres techniques, ils ont écrit des livres très, 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 très sourcés, mais l'humanité du roman national de la guerre de l'hiver, en fait, déjà moi en Finlande, on a répondu 3 fois à mon bonjour. C'est pas non plus les gens les plus expansifs, quoi. Le concept de partage d'émotions et de sentiments, c'est quelque chose qui n'est pas aussi libéré que chez nous. Donc aller à la rencontre de ces gens, aller à leur rencontre, ça a pris du temps. Et puis je suis allé dans les hameaux, dans les églises, dans les cimetières. J'ai visité tous les endroits qui gardaient des traces. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à rencontrer les gens. Ils m'ont ouvert leur maison, ils m'ont ouvert leur grenier. Et j'ai retrouvé des documents et des informations que même les archives de Finlande n'ont pas. J'ai retrouvé quelques pages d'un journal intime de Simo Häyhä, donc je connais son écriture et je sais à un moment donné comment il a pensé. C'est vraiment tout petit. Écrit avant la balle qu'il a reçue. Écrit avant la balle qu'il a reçue. Non, c'est pendant. Parce qu'il parle justement à un moment donné où il voit un article de presse qui annonce sa mort et qu'il dit que c'est quand même assez surprenant de pouvoir lire l'article de sa mort quand on l'a pas encore atteint. J'ai découvert 5 ou 6 pages du chirurgien qui a opéré Simo, donc avec du fil de fer et des bouts de ficelle. Hein. On est dans un hôpital de guerre. Et puis les bars.
les bars louches, les endroits les plus louches possibles pour aller trouver les gens les plus louches possibles, parce que cette guerre, elle est importante pour la Finlande et chaque Finlandais en a un morceau. On a un écusson, une photo, une carte, un témoignage, un souvenir. Et donc c'est ça que je suis allé récupérer pendant 3 mois pour justement me noyer dans les détails. Et une fois qu'on a tout, absolument tout, une fois que je savais le nombre de mètres qui avaient été parcourus tous les jours et le nombre de cartouches qui avaient été tirées, j'ai mis tout ça de côté pour ne garder que l'humain. Parce que des livres de guerre, alors déjà il faudrait une inclinaison spéciale pour vouloir lire un livre sur la guerre, alors l'écrire, c'est encore plus étonnant. Donc il a fallu bien d'autres raisons pour écrire ce roman. Et comme toi Joël, alors tu m'as piqué ma phrase, j'adore dire ça, j'ai oublié la question que vous m'avez posée. Mais alors ça c'est un truc qui est constant. On a l'esprit en escalier et au bout d'un moment, on ne sait plus où on habite. Non, c'était comment vous avez travaillé. Je crois que vous avez bien répondu. Et il m'est arrivé un truc, c'était carrément un truc, j'aurais pu l'écrire dans un roman policier. On est arrivé dans une église et dans cette église, on nous a dit « Ah non, c'est pas la bonne église, c'est à 400 km qu'il y a effectivement peut-être quelqu'un qui a une photo de Simo que personne ne connaît. Donc on fait les 400 km. » C'est le gars des espaces verts qui nous dit ça. On arrive à l'église on nous dit « Non, c'est pas là, c'est à 50 km, c'est au cimetière. » Là, on trouve le fossoyeur qui m'amène chez lui, qui me montre ses photos, qui me montre des documents. Donc je me retrouve à regarder des documents incroyables, dont justement le chirurgien qui va opérer Simo et c'est écrit de sa main. Moi j'ai sa gamine sur les genoux avec la tiare de la Reine des Neiges. Je ne sais pas du tout ce que je fais là, mais je me dis que les informations que j'ai sont incroyables et que je ne les ai pas vues là-bas. Le lendemain, la première église qui nous a dit qu'il fallait aller à l'autre église, qu'il fallait aller à l'espace vert, puis elle brûlait. Elle brûlait parce que le voisin, son père, avait décidé que l'héritage irait à l'église, donc son fils était furieux, donc il a buté son père, il a brûlé sa ferme, et après il a brûlé l'église. C'est-à-dire que j'étais à 24 heures d'avoir moitié moins d'informations que ce que j'ai aujourd'hui dans mon livre. Donc des fois c'est des coups de chance incroyables, enfin des coups de chance, désolé pour ceux qui ont cramé dans l'église, mais en tout cas moi je suis arrivé 24 heures avant et ça m'a permis que ce livre soit ce livre. Mais il y a plein de rencontres qui m'ont permis ça, plein de gens qui avaient des mini anecdotes incroyables qui ont enrichi le livre, parce que vous parlez de la guerre, en fin de compte c'est quoi? C'est des types habillés en blanc au prénom imprononçable, des Finlandais, qui vont tirer sur des types habillés en blanc, parce qu'au bout d'un moment les Russes sont habillés en blanc quand même, ils sont pas fous, au prénom imprononçable, dans la neige, et ils vont se tirer dessus. Donc au bout de 20 pages, vous avez utilisé tous les synonymes de neige, de blanc, de tir, d'explosion, vous êtes complètement perdu, et là doit venir déjà l'écriture, donc un vrai rendez-vous avec l'écriture, et puis il faut pour faire vivre ça des anecdotes incroyables qui vont vous faire comprendre le livre mieux que des statistiques, enfin l'histoire mieux que des statistiques ou des faits. Par exemple, pour vous dire que Staline foutait la trouille à tout le monde et qu'il était impossible de le contredire, et que on en avait tellement peur qu'on était plutôt prêt à faire n'importe quoi parce qu'il l'avait dit, quitte à risquer nos vies. Staline voulait pour son pays, et montrer à l'Occident que la Russie était incroyable, créer le plus grand hôtel du monde. Donc il crée l'hôtel Moskva, quelque chose comme 8000 chambres, un truc gigantesque, et l'architecte sur qui ça tombe commence à faire une série de cauchemars parce qu'il doit lui présenter des plans, et que Staline, à l'époque, lui, il y a quelques années avant, il a abattu 700 000 personnes, pas lui, mais d'une balle dans la tête, c'est la Grande Terreur, la Grande Purge. Et donc l'architecte arrive avec 2 idées différentes pour la façade de l'hôtel, parce qu'il ne sait pas ce que Staline veut, quoi. À gauche, c'est minimaliste, à droite, c'est beaucoup plus fouillé, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus minutieux. Staline regarde, il signe au milieu, il rend le truc, et le mec s'en va, il regarde son plan, et c'est signé au milieu, il ne sait pas lequel a choisi Staline. Donc il demande à Molotov, il fait « c'est lequel ?» Et Molotov lui répond « je sais pas, tu vas lui demander ?» Il fait « non, ça va aller. » Alors vous allez taper sur Google « Hôtel Moskva » et vous réaliserez que, si vous regardez en face, à gauche, il y a un côté minimaliste, et à droite, il y a un côté ultra fouillé, et l'architecte, il s'est pas cassé, il a fait les deux. Tellement il était terrorisé de se prendre une balle dans la tête, que voilà, ça amène un architecte à faire n'importe quoi. Imaginez, devant une armée russe de 1 million de soldats qui récupèrent ses ordres de la Stavka à 1000 km de là, qui ne savent absolument pas ce qui se passe sur le terrain, mais il faut appliquer les ordres. Donc ils sont en face d'une falaise, Staline a dit qu'il fallait avancer 20 km, et il y a un officier militaire qui dit « bon, on va tomber », et l'officier politique lui dit « oui, mais Staline l'a dit, donc on avance ». C'est ce genre de situation. Dans votre bouquin et votre discours, il y a quand même l'idée d'une certaine éloge de cette résistance finlandaise qui a influencé le destin de l'Europe et tout ça. Et alors qu'au début de notre discussion, vous disiez oui, on a un président en France qui est un peu, je sais pas, va-t-en-guerre, parce qu'il a prononcé l'idée que peut-être les Français devaient mettre le pied sur le terrain en Ukraine.
précisément pour la Finlande, il était question que la Grande-Bretagne, la France envoient des troupes. Et donc il y avait une sorte de chose naturelle qu'on allait secourir la Finlande contre l'URSS de l'époque. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron est un va-t-en-guerre s'il évoque l'idée qu'on peut mettre le pied en Ukraine? Alors c'est assez différent, hein. Les forces en puissance sont assez différentes. La Russie était très forte, mais la Russie n'était pas nucléarisée. La Russie était très forte, mais elle n'avait pas à ce moment-là le soutien de la Chine, le soutien de pays assez interlopes, capables de toutes les manipulations. C'est très compliqué aujourd'hui, raconter l'histoire. On ne peut plus croire à une vidéo, on ne peut plus croire à un audio. Tout peut être mensonge. La seule chose dont on est sûr, c'est ce qu'on voit. Donc voilà, tout ça fait que vraiment la situation est beaucoup plus complexe. Et puis, il faut dire aussi que la Finlande, jamais personne n'a aidé la Finlande. La Finlande s'est retrouvée absolument toute seule. Les Français étaient persuadés qu'on allait aider la Finlande. Edith Piaf a chanté pour les Finlandais. Lino Ventura a fait un match de catch pour les Finlandais. Greta Garbo a envoyé $5000 pour les Finlandais. Ok, mais on n'a rien fait de plus. Et on a promis aux Finlandais qu'on allait les aider. Donc, Norvège, Suède, Finlande. Les Français ont promis qu'ils allaient aller en Finlande, sauf qu'en fait, le but c'était de s'arrêter juste avant la Finlande, sur les mines de fer, pour pouvoir les prendre et que le Troisième Reich ne les ait pas. Sauf qu'ils ont promis aux Finlandais qu'ils leur envoyaient 100 000 soldats. Donc les Finlandais qui étaient à une journée de capituler, ils avaient dans leur poche les munitions qu'il leur restait. Ils étaient à 1 minute de capituler, et Mannerheim, le chef de guerre, leur dit « Non mais les Français et les Anglais vont nous aider, ils vont envoyer 100 000 soldats. » Ils se relèvent, ils rechargent leurs flingues et ils refoncent et ils vont refaire 3 semaines de guerre de plus qui vont être les 3 semaines les pires parce qu'ils partent à la guerre avec leurs simples mains nues, des couteaux et des baïonnettes. Ils n'ont plus rien. Les seules armes qu'ils peuvent avoir, les munitions, les canons, les fusils, sont celles qu'ils vont voler aux Russes quand ils réussissent à les tuer. Donc il y a une arnaque française et anglaise dont j'ai pas fait l'économie dans le livre parce que justement, l'histoire. Enfin, si vous voulez avoir confiance en quelqu'un, si à un moment donné il vous cache une partie de la chose, alors tout le reste est menacé. Donc je voulais absolument qu'on sache tous les tenants et les aboutissants de cette guerre. Donc il y a Edith Piaf, donc il y a Lino Ventura, mais il y a aussi Daladier qui promet à la Finlande 50 000 soldats et avec l'Angleterre 100 000 soldats, mais qui sait qu'il va les arnaquer et qui sait qu'ils vont se faire détruire par une Russie qui, elle, change ses soldats comme on change le pétrole dans le réservoir d'une voiture ou comme on recharge ses armes. Ils ont sur place 600 000 soldats, il y en a 1 million qui est prêt à avancer. Les Finlandais, ils sont plus qu'une poignée et pourtant ils résistent et ils résistent jusqu'au dernier jour et c'est incroyable. Le dernier jour, quand ils se font littéralement rétamer, mais vraiment il n'y a plus rien. Le ciel est gris de poussière et de terre. Et bien, dans une petite tente, illuminée par une petite lampe à huile, il y a encore des généraux et des officiers finlandais qui préparent l'attaque du lendemain. Mais ils n'ont strictement plus rien et ils n'ont plus aucun soldat. Mais c'est pas grave, ils iront jusqu'au bout. Et je voulais dire aussi que c'est hyper simple pour moi de parler avec beaucoup de volubilité de cette guerre qui n'est pas la mienne. Et je comprends, Joël, au combien ça doit être compliqué de parler de ça, mais qu'à chaque fois, l'image du père, etc., enfin, ça doit être tellement... Non, et la question que je me posais, c'est, ce livre-là, tu te sentirais comment si ton père était là, tu lui passerais ou pas? L'ayant parce que tu n'as pas parlé avec lui à ce moment-là, est-ce que tu montrerais ton livre à ton père? Je crois, oui, bien sûr. Oui. Maintenant, oui. L'ayant montré à ma mère, et comme il a été largement validé par ma mère, on va dire, ouais, je pense que je serais assez content. J'aurais été incapable de lui expliquer le projet, en fait. De lui dire, voilà, mais par contre, lui faire lire maintenant, oui, bon, c'est... Je regrette de pouvoir le faire. Il y a une scène assez incroyable dans votre livre, Joël Egloff, c'est ces soirs de Noël d'adolescence où à la télévision passe le film La bataille des Ardennes, pardon. Et en fait, vous le regardez en famille, c'est une sorte de rituel de Noël parce que la bataille des Ardennes, c'était juste avant et après Noël. Et puis votre père, en fait, il est là, dans la maison, et lui, il était dans la bataille des Ardennes, mais pas forcément du bon côté, pas du côté des Américains élégants qui sont dans le film. C'est comment, en fait, d'avoir votre père là, dont vous savez qu'il était du mauvais côté, et à la fin, ce mauvais côté va perdre la guerre? Ça fait partie de ces moments où enfant, j'assimile la question des malgré nous, en fait, qui est une question connue, enfin, en Alsace et en Moselle, parce que énormément de familles sont touchées, donc on connaît cette histoire. Et effectivement, voilà, quand on joue
quand on joue à la guerre, enfant, c'est toujours troublant de se dire, bah tiens, lui, il était du côté des méchants. Ces choses-là pouvaient se dire, bon, peut-être, on l'aurait peut-être pas raconté au cours des dîners parisiens, voilà, j'ai été malgré nous, mais en tout cas, ça pouvait s'entendre. Le degré supérieur et la double peine pour mon père, ça a été d'avoir été incorporé dans la Waffen-SS. Et ça, par contre, ça n'est pas sorti du cadre familial, ça n'a jamais été une chose qu'on nous a cachée. Pourquoi dans la Waffen-SS? Parce que lorsqu'il a été incorporé en 1943, il y a eu toutes les batailles sur le front de l'Est, Koursk, Stalingrad, etc. Et l'armée allemande est exsangue, et la Waffen-SS aussi. Donc on va, par exemple, la moitié de la classe des jeunes gens nés en 1926 vont être versés d'office dans cette unité. Voilà. Mais ce sont des unités combattantes. Il vous dit, encore une ou deux choses avant de passer la parole à la salle, il vous dit, votre père, je n'ai jamais tué durant cette guerre. Vous vous demandez si c'est possible, mais donc c'est pas comme Simo qui lui en tue 500 en 100 jours. Donc lui, il dit, je tirais à côté. Et à la fin, vous finissez par le croire. En fait, c'est marrant parce que là, il y a un pont avec ce que j'ai lu dans le livre d'Olivier. Alors, la réponse qu'il me faisait, c'est pas une question que je lui ai posée. Précisément, on parlait de ça. Enfin, il me racontait quelque chose, je ne sais plus quelle anecdote. Et ça a été plus une déclaration qu'il a voulu me faire. Mais en tout cas, ça a été quelque chose d'assez solennel parce que je n'aurais pas osé lui poser la question. En tout cas, voilà, il y avait un regard franc. Crois-moi, j'ai jamais tué quelqu'un. Et ça, je m'en suis souvenu. C'est vrai qu'évidemment, c'est une question à laquelle on réfléchit, mais bon, il suffit d'un petit calcul mathématique pour se rendre compte que, heureusement, chaque soldat ne tue pas quelqu'un sur un conflit voilà. Sinon, quand vous engagez 500 000 hommes, ça veut dire qu'il y a 500 000 morts de l'autre côté. Il y a des gens qui n'ont même pas tiré un coup de fusil pendant une guerre, ça existe aussi. Bon, là, en l'occurrence, il était quand même dans des troupes très exposées, dans la FLAC, enfin la défense anti-aérienne. Il a été servant d'une batterie, il a peut-être jamais eu quelqu'un en joue. Voilà, après, il a sûrement abattu un avion. Mais il a fait cette bataille des Ardennes, qui était quand même un des épisodes les plus sanglants de la guerre. Ensuite, il était envoyé sur le front de l'Est, il a eu les Russes en face de lui. Est-ce qu'il ne faut pas quand même un peu de cœur à l'ouvrage pour être là? C'est-à-dire qu'il était là contraint, forcé, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il ne faut pas y mettre un peu du sien? Parce que sinon, voilà. De toute façon, c'est le seul objectif Pardon, je vois Olivier qui fait la tête, mais on va y revenir. Le seul objectif des malgré nous qui se sont retrouvés à combattre, c'était de sauver leur peau, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient là sans aucune cause à défendre, donc ni territoire justement à protéger, ni famille en tout cas sur place. Donc là, il faut bien comprendre que la seule motivation, c'était d'en ressortir vivant. C'est-à-dire alors quand on est engagé dans la Waffen-SS, il faut savoir que notamment dans les Ardennes, il y a eu des massacres commis par les SS, des exécutions de prisonniers américains, notamment le massacre de Malmedy. Et suite à ça, les Américains ne faisaient pas de prisonniers SS. C'est-à-dire qu'on ne s'embarrassait pas. J'ai lu des récits d'officiers qui disaient comment ça, des prisonniers SS? Enfin, voilà, pourquoi vous embêtez-vous à faire des prisonniers SS? Ça a été, la guerre, c'est ça aussi, c'est que les conventions de Genève, ça n'existe que dans les livres, et qu'on se met sans cesse, on est obligé, parce qu'il y a une surenchère dans le chaos, et on est obligé de se mettre au niveau de ceux qu'on affronte, en fait. Voilà. Donc est-ce qu'il y a du cœur à l'ouvrage? Non, sûrement pas. Du cœur à l'ouvrage pour sauver sa vie, oui, parce que dans ce cas-là, on n'est pas dans la... Je crois que c'est illusoire de se dire qu'on n'est pas dans la politique, on n'est pas dans on n'a pas le recul nécessaire pour ni pour réfléchir de quel côté on est, ni pour se demander si quand arrivera la libération,
Voilà, on se planque quand les bombes tombent et on fait ce qu'on a à faire pour sauver sa vie, je crois. Merci. Je vais passer la parole à la salle, à moins que, Olivier, votre mot nécessite une Non, explication. juste, je confirme effectivement que sur toutes les recherches que j'ai fait de stratégie et d'arts militaires, il est établi qu'un tir sur 3 est volontairement tiré à côté, que 80% des blessés et des morts, c'est dû à des bombardements. Donc le bombardement, tu vois pas où tu tires, donc c'est beaucoup plus facile. Et il y a une scène justement dans mon bouquin où pour économiser des cartouches, le chef d'unité va dire à ses soldats: économisez vos cartouches, terminez les blessés au couteau. Alors il leur avait tiré dessus de loin, à 100 mètres, 150 mètres, et là ils posent la pointe du couteau sur le torse et ils se disent: mais il faut qu'on fasse quoi en fait? Qu'on traverse le tissu, puis la peau, la chair, les muscles, qu'on ripe sur les os pour atteindre le cœur. Et ils ont planté le couteau à côté parce qu'on n'est pas fait pour ça. Et je crois que tu peux avoir confiance en ton père. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un micro qui se promène devant vous. Qui veut poser la première? C'est toujours la première difficile et après, il y en a plein d'expériences. Oui, monsieur là-bas. Oui, oui. J'ai une question par rapport à la guerre en Finlande, parce que il y a une suite assez tragique. Puisque, d'une part, les Finlandais perdent contre l'Union soviétique, mais ensuite, il y a aussi les Finlandais qui s'allient aux nazis contre les soviétiques. Puis comment est-ce que ça, c'est... qu'on peut comprendre, disons, ils ont une expérience des soviétiques qui est là derrière, mais comment est-ce que ça participe, ou quels sont les... quel a été l'impact de ça peut-être en Finlande? C'est une partie de leur histoire dont ils n'aiment pas parler, cette alliance avec les nazis évidemment, mais dont ils n'ont pas honte. J'ai appris à regarder l'histoire de leur côté. C'est un peu comme quand on va dans un pays étranger, on essaye de s'adapter aux coutumes, à la culture. Donc je me suis dit, mon grand-père était dans les camps, il a fait Auschwitz, et donc j'ai rencontré des Finlandais qui avaient des propos qui auraient pu me déranger, mais j'ai décidé de les écouter. C'est important. Et à ce moment-là, la Russie les a écrasés. On en est à 20 millions d'obus qui sont tombés sur la Finlande. Ils mettent de la sciure dans leur farine pour faire du pain. Ils n'ont plus rien à manger. Ils rongent du cuir. Enfin, il n'y a plus rien. On leur a promis de l'aide et on s'est moqué d'eux. Donc ils ont de l'Europe une vision de traîtrise. Aucun pays n'a aidé la Finlande. Alors on dit que la Suède a envoyé ceci, que la Suisse, on a envoyé quoi, 20 soldats, 50 soldats, 3 canons, personne n'a aidé la Finlande. Ils se sont retrouvés absolument tout seuls, avec 20% de territoire en moins et 25% d'usines en moins. Ils n'ont plus rien à manger, ils n'ont absolument plus rien. Adolf Hitler les contacte. À ce moment-là, la conférence de Wannsee n'est pas passée, c'est-à-dire que le génocide industriel n'est pas décidé. Alors oui, tout le monde sait que c'est un cinglé, mais des cinglés, il y en a d'autres. Il y a Mussolini en bas. Enfin bon, le monde à ce moment-là est prêt à exploser. Et Hitler leur dit, ce que je vais faire, c'est que je vais vous aider, on va se battre contre la Russie et je vais vous restituer tous vos territoires. Et Mannerheim dit, mais ça va me coûter quoi? Et Hitler leur dit, ça va rien vous coûter, absolument rien. Il y a cette alliance avec les nazis pendant ce court instant. C'est la guerre de continuation en 1941. Et à la fin, Hitler monte dans un train avec Mannerheim. Mannerheim a bugué le train, il a mis des micros pour qu'on se souvienne de la situation, parce qu'il est persuadé qu'il va se faire abattre. Et Hitler dit, en fin de compte, voilà, on vous a aidé, donc maintenant il faudrait que vous nous donniez vos juifs. Mannerheim le regarde droit dans les yeux et lui dit, des juifs, il fallait le dire avant, nous n'en avons pas en Finlande. Il faut une sacrée paire de bullocks quand même pour se retrouver en face de Hitler et 5 gars avec un flingue qui vous pointe en train de dire des juifs, mais nous n'en avons pas, alors que évidemment, Hitler sait évidemment que Mannerheim se moque de lui. Sauf qu'il le fait, il va jusqu'au bout de son truc. Vous nous avez dit que vous nous aideriez sans contrepartie, nous le ferons sans contrepartie. Et la Finlande est probablement le seul pays d'Europe à ne pas envoyer ou à ne pas laisser les Allemands s'emparer des Juifs et les assassiner de manière industrielle. Alors ouais, ils ont collaboré avec, mais à mon sens, ils sont bien foutus d'eux surtout, et les ont bien utilisés, mais peut-être que j'ai pas toutes les informations, et peut-être que
Mais c'est vrai que c'est un moment compliqué quand j'ai découvert ça. Je me suis dit, ah mince, c'est ça tes héros, et puis après ils deviennent... Mais j'apprends aussi à me déplacer, à regarder l'histoire à travers ceux qui l'ont vécu, et pas à travers... J'ai discuté avec des gens qui me disaient, oui c'est vrai, hein, c'est vrai que en France, la morale du pays passe avant le bien-être du peuple. Ben non, il n'y a aucun pays dans le monde qui fait passer la morale avant son bien-être. Et il me dit, mais vous avez reçu ce roi, ce prince arabe qui a fait fondre à l'acide dans sa propre ambassade un journaliste. Vous lui avez serré la main parce que vous avez besoin de pétrole. Vous avez reçu Kadhafi. Vous avez discuté avec Poutine quand vous vouliez du pétrole. À un moment donné, c'est ce qu'on appelle, et c'est le début avec la guerre de Finlande, de la réelle politique. On s'associe avec ceux qui peuvent nous sauver la vie. Et là, pour le coup, ils sont associés avec eux, je vous l'accorde, mais à la fin, ils ont fait pire, beaucoup moins pire que ce que nous, par exemple, on a fait en France, que ce qui s'est passé dans d'autres pays. Je ne sais pas si ma réponse... C'est de la réponse acrobatique, hein. C'est le genre de question que j'espère ne vraiment pas avoir devant une caméra, parce que là, c'est la fin de ma carrière. Profitez, hein, parce que dans une semaine, j'ai disparu. Ouais, c'est vrai, c'est hyper compliqué, cette alliance, mais qu'est-ce que je vous dis ? Autre question ? Oui, madame ? Là-bas au fond. Voilà. Le micro arrive, il est au centre de la salle. Ah, il y en a un deuxième. Ça marche ? Ça marche ? Pour les Français de l'Est qui ont été incorporés dans le mauvais côté, est-ce qu'il y a eu ou il y a des associations ? Il ne reste plus beaucoup de personnes, oui. Mais des associations comme il y en a où il y en a pour les déportés juifs rapatriés ou bien les résistants déportés rapatriés. Est-ce qu'on a pris en charge de ces personnes qui ont été incorporées dans le mauvais côté ? Très très tardivement en fait, très tardivement. Il y a une association effectivement qui se bat. Alors c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de malgré nous. Ce sont malgré tout des gens sur lesquels a été tout de suite qui ont été on a jeté le soupçon d'abord, et le temps que tout ça se décante et qu'on comprenne les choses, il y a eu une indemnisation tardive de l'Allemagne enfin j'en parle dans le livre à la fin. C'était au moment c'était Helmut Kohl, je crois. Enfin, c'était au moment où on construisait l'Europe et Giscard et Kohl se sont entendus. J'espère que je dis pas de bêtises sur la période, mais et l'Allemagne a versé une somme à ces 130 000 personnes. Je l'ai pas précisé, mais ça a concerné 130 000 personnes et 40 000 d'entre eux en sont pas revenus, un tiers. Et la somme rapportée aux individus, ça représentait, je sais plus, c'est 700 € ou 1000 €. Voilà. 1000 €, oui. 1000 € par personne. Alors, mon père était assez amer, enfin amer. Alors, il y a eu les malgré nous par rapport à ça. Il y a eu les malgré nous qui ont été faits prisonniers par les Russes, qui ont été détenus à Tambov. Et beaucoup sont morts de faim. Bon, il y avait pas les Russes faisaient pas de prisonniers SS, de toute façon, donc il n'y avait pas de prisonniers SS russes, ça n'existait pas. Mais des soldats de la Wehrmacht ont pu être faits prisonniers par les Russes et ont été, je crois, beaucoup mieux indemnisés que mon père qui a été fait prisonnier par les Américains. Mais la captivité qu'il raconte est loin d'avoir été de tout repos également. Enfin, mais ça a été très dur et à juste titre parce que les Américains venaient de libérer les camps et que tout le monde était logé à la même enseigne et donc ils n'avaient pas de raison de bien traiter les gens qui étaient associés à ça. Voilà. Donc il y a effectivement des associations, qui sont très actives, plus encore en Alsace qu'en Moselle, parce que en Alsace il y a eu le nombre est plus important, le nombre de malgré nous. Mais vous voyez, c'est pas enseigné, ça fait pas partie des manuels scolaires, ou alors peut-être en 2 lignes. Et c'est encore des questions qui sont très polémiques en ce moment. Enfin, je sais pas si vous avez suivi, mais voilà, les Alsaciens. Enfin, il y a eu des prises de position un peu à l'emporte-pièce par un auteur célèbre.
Et les Alsaciens ont été obligés de rappeler un peu ce qu'était la réalité des choses, l'histoire, et voilà, c'est des choses complexes. C'est aussi un livre enfin, ce que j'ai essayé de faire, c'était de pas être dans le manichéen, en fait. Voilà, que les choses sont pas toujours, voilà, les choses se sont pas passées entre un combat entre les méchants collabos et les gentils résistants, parce que des résistants déjà, il y en avait bien moins qu'on ne le pense. Et les choses sont souvent beaucoup plus nuancées et complexes. Voilà, c'est aussi un livre qui essaie de défendre une certaine complexité des choses. Du coup, je suis allé un peu au-delà de votre question, pardon. Oui, une question, je crois, à côté de vous. Oui. Combien de temps votre papa, après la fin de la guerre, combien de temps a mis votre papa pour rentrer chez lui? Il a été fait la division s'est constituée prisonnier. C'est rendu aux Américains le 8 mai 1945. La deadline c'était minuit, ou alors ils étaient pris par les Russes. Il a été incorporé dans un premier camp, je crois. Là, sur la captivité, je sais quasiment rien, sauf que le hasard aussi des recherches. J'ai appris qu'après on avait séparé les soldats de la Waffen-SS, il me l'a jamais dit, des soldats de la Wehrmacht, et les soldats de la Waffen-SS ont été envoyés dans un autre camp parce que sans doute il y avait des enquêtes en fait, et déjà il fallait savoir qui était volontaire, qui ne l'était pas, qu'est-ce qui était un malgré nous, qui avait traîné du côté des massacres des Ardennes notamment, parce qu'il y a eu des enquêtes là-dessus aussi. Donc tout ça il a été libéré en septembre. Il a été, je pense qu'il y avait les renseignements généraux qui ont dû s'occuper de ça. Il est prisonnier au mois de mai et libéré en septembre. Et d'autres sont rentrés bien plus tard encore, je crois. Une dernière question. Oui, monsieur. J'ai une question par rapport au manuel d'histoire dans les écoles en France. Est-ce qu'on parle de ça ou pas? Franchement, non. Je crois pas. Enfin, pour en avoir parlé avec un professeur qui me disait si, moi j'en parle oui, peut-être dans la région, dans la région concernée, voilà, mais aller demander à des lycéens ou des collégiens parisiens ce qu'est un malgré nous, même la jeune génération de Lorraine et de Moselle, franchement, ils doivent être très peu nombreux à le savoir. Oui. Olivier Norek, vous disiez vous aussi qu'en fait la guerre d'hiver était absente des manuels d'histoire, qu'elle était un peu oubliée, en tout cas chez nous. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a la difficulté de trouver des informations parce que tout le courrier des Russes était brûlé. Puis après, il a été mis sous séquestre et puis après, il a été caché avant par décision. Après c'était avant Poutine, donc ça devait être probablement Gorbatchev de tout brûler. Du côté des Finlandais, comme je vous l'ai dit, c'est un peuple plutôt taiseux, donc c'est quelque chose, ça fait partie du ciment de cette nation, mais on n'en parle pas à tous les repas. Et comme je vous l'ai dit, les livres qui ont été écrits sont très très techniques. Puis du côté français et anglais, uniquement parce que l'histoire racontée par ceux qui vous la racontent va mettre de côté évidemment les moments gênants, les moments honteux, les moments blessants, et qu'il est jamais très agréable de raconter qu'on s'est moqué d'un peuple et que par nos paroles et par nos promesses on est responsable de 30% des pertes finlandaises, et puis parce que c'est vraiment tellement avant Barbarossa et la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il va y avoir un tel feu d'artifice de guerre et de boucherie que ce mini conflit là en fin de compte et prend l'ombre de ce conflit mondial, je pense. Merci beaucoup, bravo à vous deux. Merci à vous. C'était Écrire la guerre avec Joël Egloff, Olivier Norek, enregistré le samedi 31 août 2024 au Casino de Morges par la Bibliothèque sonore romande pour le livre sur les quais.